Rémi Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokero. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour essayer de mieux comprendre, on va dire, la position des pays arabes, alors que l'on est à quelques jours de cette échéance du 1er juillet, de cette date au cours de laquelle apparemment Benyamin Netanyahou doit annoncer l'instauration de la souveraineté israélienne sur au moins une partie de la Judée, de la Samarie, peut-être de la vallée du Jourdain. Et il faut bien avouer que le positionnement des pays arabes peut parfois paraître déroutant. D'un côté des critiques, de l'autre côté un soutien. Et j'en veux pour preuve l'annonce hier faite par Benyamin Netanyahou qui a annoncé le début d'une coopération, on va dire sans précédent, entre Israël et les Émirats arabes unis, une coopération dans le domaine de la santé publique, de la coopération scientifique et technologique, et qui contraste avec, on va dire, les déclarations faites ces derniers jours ou ces dernières semaines, même par les responsables des Émirats arabes unis contre l'annexion. Alors, essayez de nous clarifier un peu cela. Est-ce que, on va dire, le monde arabe dans son ensemble est opposé à l'annexion et quelle sera sa réaction si celle-ci est concrétisée par Netanyahou? Oui, alors c'est une question un peu compliquée que vous me posez. Beaucoup de gens se la posent et peu de gens ont pour l'instant la réponse. Mais ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que les pays arabes souhaiterait qu'il n'y ait pas d'annexion, pour la simple et bonne raison que la situation actuelle, telle qu'elle est, de coopération avec Israël plus ou moins secrète, dans des domaines assez variés, coopération avec Israël qui permet en plus à un certain nombre de pays arabes à la fois d'aller contre l'Iran et d'obtenir un soutien américain, on l'a vu ces dernières années, cette situation-là, ce statu quo, correspond assez bien aux attentes des pays arabes. Et c'est pour ça que tout ce qui pourrait changer ce statu quo, et on peut s'imaginer que des changements sur la question de souveraineté en Judée-Samarie risquent d'avoir un certain nombre de conséquences sur le Moyen-Orient, c'est des événements comme cela qui créeraient une espèce de tornade régionale, inquiètent les pays arabes. Alors après, la question est de savoir si Netanyahou, malgré cela, continue, fait ce qu'il a annoncé, s'il obtient d'un point de vue de la politique intérieure israélienne suffisamment de soutien, comment les pays arabes vont réagir face à cette situation qu'ils vont considérer comme désagréable, à quel point leur réaction va être virulente, à quel point elle va être violente, c'est la question importante, mais il faut partir du principe qu'ils ne seront pas très heureux de voir une situation, encore une fois, qui leur plaît plutôt bien, changer du tout au tout à partir de la décision israélienne. Est-ce que vous pensez que Benyamin Netanyahou mesure parfaitement, on va dire, les intérêts communs des pays arabes, on va dire le pour et le contre dans ce jeu, ou alors il est focalisé par sa décision, il veut aller jusqu'au bout, quitte à peut-être remettre en cause justement ce front, on va dire, patiemment élaboré au cours des dernières années entre Israël, les pays arabes modérés, les pays du Golfe Persique face à la menace du nucléaire iranien? Il est évident, à mon avis, que l'élite israélienne et le Premier ministre Netanyahou en particulier sont bien conscients des risques qu'il pourrait y avoir vis-à-vis du front que vous avez mentionné après un processus d'annexation. La question est de savoir à quel point ces risques sont importants et quelle est leur chance d'arriver, parce que vous avez évoqué vous-même les signes qu'envoient les différents leaders du monde arabe sur cette question sont un peu troublants. Certains sont... on s'attendait à ce que tous s'expriment contre, c'est ce qui arrive, mais en même temps, on a un certain nombre de signes en coulisses qui ont été repris par la presse israélienne disant peut-être que même si les pays arabes vont réagir parce qu'ils se sentiront obligés, eh bien leur réaction sera peut-être limitée, peut-être que ce que l'on risque en faisant l'annexation malgré tout est moins important que les avantages qu'il aurait à profiter de cette opportunité. Donc, le risque, il existe. Il est, à mon avis, tout à fait dans l'esprit des dirigeants israéliens et du Premier ministre en particulier. Après, chaque dirigeant face à des coûts, des risques et des avantages prend une décision en prenant tout ça en compte. Il y a aussi, dans cette question-là, un pari qui est évident, c'est-à-dire qu'il est compliqué de savoir jusqu'où les événements iront, et le Premier ministre israélien, c'est sa responsabilité, devra prendre à un moment un risque, quitte en effet à ce que, comme vous le mentionnez, à ce qu'un front qui a mis du temps à être construit disparaisse, qui serait assez dangereux et assez
négatif pour Israël. Prenons un exemple, la Jordanie, qui a la plus longue frontière à l'est avec l'État d'Israël. La Jordanie critique ouvertement la démarche d'annexion, s'en démarque publiquement, parle même de risque de confrontation avec Israël, mais on entend également des diplomates jordaniens qui, en aparté, disent que finalement, ils seraient plutôt inquiets si, par exemple, Israël devait se retirer de la vallée du Jourdain et céder le contrôle de cette vallée du Jourdain à un futur État palestinien qui risquerait après, par exemple, de s'étaler, on va dire, de l'autre côté du Jourdain, avec un risque que l'on a déjà vécu en septembre 70. Non, vous avez tout à fait raison, et ça revient en fait à ce que je disais, c'est-à-dire que la situation qui semble plaire le plus aux pays arabes, c'est la situation actuelle. Ce qui est un changement assez intéressant, parce que beaucoup de pays arabes, pendant un certain temps, considéraient que l'objectif absolu était la création d'un État palestinien. Ça n'est plus le cas. Un État palestinien n'est plus une condition pour les pays arabes de créer des relations avec Israël, et ça ne semble même plus être ce qu'ils souhaitent. Et donc la Jordanie, avec cet exemple, le montre bien. La Jordanie aime bien la situation actuelle. Par contre, le roi de Jordanie sait qu'il aura une pression très forte de son opinion publique, dans laquelle il y a une proportion importante de Palestiniens, je vous rappelle. Si jamais Israël annexe quoi que ce soit, encore plus si on parle de la vallée du Jourdain qui a une dimension symbolique un peu plus forte. Et donc lui aussi, il va être comme tout dirigeant du Moyen-Orient, pris entre son envie de pas aller trop loin dans sa réaction à Israël et une pression de l'opinion publique qui risque d'être très forte, qui a déjà montré un certain nombre de fois qu'elle pouvait modifier légèrement la ligne jordanienne vis-à-vis d'Israël. Et donc lui aussi, il sera pris entre des intérêts purement réels-politiques et une opinion publique importante. Et ce sera aussi la question de la stabilité du régime jordanien qui risque d'influencer la position jordanienne en cas de mouvement israélien dans les territoires. Alors, vous êtes un expert de la Turquie et on ne peut pas s'empêcher de constater qu'au cours des dernières semaines, les déclarations les plus virulentes viennent d'Ankara, viennent de Tayyip Erdogan et que là-dessus, quelque part, on continue d'assister à une sorte de volonté de la part de la Turquie de s'immiscer dans le jeu proche-oriental, sous tous ses angles, n'est-ce pas ? Oui, on assiste à vraiment une affirmation de la puissance turque dans la région. La Turquie est en train de marquer des points importants, notamment en Libye. Et en Libye, elle le fait notamment aux dépens des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, donc de tout un certain nombre de pays que nous venons de mentionner. C'est ça, les pays modérés, considérés comme modérés. Les pays dits sunnites modérés et qui sont des pays en ce moment plutôt proches d'Israël. Donc la Turquie, de ce point de vue-là, sa position et ses mouvements correspondent bien aux alliances régionales. Et c'est vrai, il y a depuis maintenant quelques années que le président Recep Tayyip Erdogan a décidé de prendre avec lui la cause palestinienne et de se présenter à la fois dans le monde musulman et dans le monde arabe comme le défenseur principal de la cause palestinienne. Comme les relations avec Israël sont déjà au niveau politique réduits à leur minimum, il n'hésitera pas à être le plus virulent dans ses attaques contre Israël. Il a déjà commencé, vous l'avez mentionné, si jamais Israël annexe une partie des territoires de Judée-Samarie. La question qui va se poser aussi, et ça nous renvoie un petit peu à celle des opinions publiques, etc., c'est que si jamais poussé par la pression d'Erdogan à se présenter comme le meilleur défenseur des Palestiniens, les pays arabes décident d'aller dans une espèce de surenchère pour voir qui est le plus fort, qui est le plus aimant, qui est le plus radical dans sa défense des Palestiniens. Tout ça avec, encore une fois, une espèce de pression turque sur le côté. Il peut y avoir un effet un peu boule de neige au sein du monde arabe qui risque de rendre un certain nombre de positions plus radicales que ce que les dirigeants le voudraient, parce qu'il y a cette compétition que vous avez mentionnée entre différents pays du Moyen-Orient. Une précision, lorsque la Turquie affirme son opposition à l'annexion et soutient les Palestiniens, elle soutient
plus précisément le Hamas. Mais dans le cas précis, est-ce qu'elle soutient aussi l'autorité palestinienne ou comment ça se passe? Parce que traditionnellement, dites-moi si je me trompe, mais la Turquie de ces dernières années soutenait avant tout le Hamas, y compris dans la tentative de conquérir, on va dire, l'esplanade du mont du Temple, au Waqf. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, la Turquie soutient l'ensemble du mouvement palestinien face à l'annexion ou c'est seulement le Hamas? Non, il est clair que la Turquie, et ça nous renvoie aussi à la question des équilibres régionaux, la Turquie soutient dans le Moyen-Orient les frères musulmans. Donc oui. Elle a soutenu les frères musulmans en Égypte, elle les soutient en Jordanie, et elle les soutient dans les territoires palestiniens, et l'organisation la plus proche des frères musulmans, c'est le Hamas. Donc il est sûr qu'il y a un lien privilégié entre la Turquie et le Hamas, aussi parce que à la suite des accords de libération de Gilad Shalit, un certain nombre de dirigeants terroristes ont été envoyés à Istanbul. Donc Istanbul est aussi devenu un point important des activités du Hamas. Donc ce lien privilégié, il existe. Après, la Turquie aime bien dans la région essayer de se présenter comme un médiateur. Elle a déjà dit clairement qu'elle avait un intérêt à la réunion des factions palestiniennes. Elle est malgré tout proche d'Abou Mazen, de Mahmoud Abbas, parce que au-delà de ces questions plus politiques de mouvement contre mouvement, elle aime bien se présenter comme la défenseuse du peuple palestinien en entier, et donc elle a toujours fait attention à maintenir des plutôt bons rapports aussi avec le Fatah et aussi avec Mahmoud Abbas. Votre commentaire après l'annonce faite par Benjamin Netanyahou hier de cet accord de coopération dans le domaine de la santé publique entre Israël et les Émirats arabes unis, est-ce que vous pensez que c'est d'une certaine manière une sorte de modèle que Benjamin Netanyahou essaye d'instaurer ou même peut-être de copier d'autres pays émergents qui, comme par exemple l'Inde et comme la Chine ou même le Japon, qui ont des positions, on va dire, hostiles à Israël dans le conflit israélo-palestinien, mais qui veulent absolument multiplier les contacts, développer les coopérations, on va dire, économiques et commerciales avec l'État d'Israël? Ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est que on présente ça comme lié au coronavirus, et on voit en fait que c'est un mouvement qui peut s'inscrire dans un contexte plus large où finalement le coronavirus permet plein de choses. Oui. Dans le domaine social, économique, on dit à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, donc on se permet des choses un peu partout dans le monde qu'on ne se permettrait pas avant, et on peut voir cette espèce d'accord qui est annoncé par le Premier ministre, mais dont on ne sait pas exactement trop les contours. Hein. Les Émirats arabes unis ont hier soir d'ailleurs un certain nombre d'informations dans la presse minimisé, on va dire. Voilà, minimisé en disant qu'il ne s'agissait pas d'accord entre les deux gouvernements, mais d'accord avec des entreprises privées. Mais clairement, là, il y a une tentative d'utiliser la crise du coronavirus, encore une fois, pour faire des pas qui étaient très importants. Je pense en effet que le Premier ministre essaye de faire ça un peu partout dans le monde, aussi avec un certain nombre de pays africains. Mais ce cas précis des Émirats arabes unis, ça me semble aussi être difficilement compréhensible en dehors du contexte que nous venons d'évoquer. Et là, la question qui se pose, c'est que font les Émirats arabes unis lorsqu'ils font cet accord, alors qu'ils ont en tête les annonces d'annexion ou d'annonces de souveraineté sur une partie de la Judée-Samarie? Est-ce qu'ils font ça pour nous dire nous le signons maintenant pour vous montrer que quoi qu'il se passe, nous sommes prêts à signer un certain nombre d'accords? Ou est-ce qu'ils le font au contraire en disant regardez, nous sommes prêts à faire la normalisation avant que vous n'annexez pas? Visiblement, je pense que c'est un peu plus la deuxième solution d'après les différentes déclarations des dirigeants émiratis ces derniers temps. Donc, ces accords, ils sont importants. Encore une fois, voyons ce qu'ils contiennent vraiment. Finalement, le Premier ministre a dit qu'il annoncerait leur contenu, mais ils ont un contexte très particulier, coronavirus, annexation, qui, à mon avis, explique aussi beaucoup cette annonce précisément en ce moment. Eh bien, Rémi Daniel, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce positionnement, on va dire parfois ambivalent, souvent ambivalent des pays arabes face à cette démarche de souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de Samarie que Benjamin Netanyahou souhaite instaurer. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.